Voilà, bonjour Maître Divisio, cher Fabrice, je suis ravi de vous recevoir parce qu'on a pas mal d'actualités à voir ensemble. On va commencer d'ailleurs par un point Covid qui vous intéresse au premier chef, et puis on va aller se balader un peu en Roumanie aussi. Enfin bref, on va aller voir différents sujets. Euh, pour commencer, je vais rentrer tout de suite dedans, dans le vif du sujet. Donc un non-lieu a été requis pour Édouard Philippe, Agnès Buzyn, Olivier Véran concernant la gestion du Covid par le procureur général près la Cour de cassation ce 20 mai. On ne peut pas dire qu'il y a un grand étonnement sur les réseaux sociaux, tout à fait entre nous. Comment vous analysez-vous cette réquisition de non-lieu? Il faut le prendre en deux temps. Mhm. Le premier temps, c'est de se dire que s'il y a des motifs pour qu'il y ait un non-lieu, alors il faut quand même s'en réjouir d'abord. Personne ne réclamait la tête de qui que ce soit, contrairement à ce que la presse disait d'ailleurs. On nous a fait tout un tas de procès d'intention en disant on cherche des coupables. On se souvient du garde des Sceaux à l'époque, Dupond-Moretti, qui avait dit on cherche des coupables, c'est la vindicte populaire. Pas du tout. C'est-à-dire, tout le monde a respecté la présomption d'innocence. Simplement, Agnès Buzyn dit j'ai envoyé un SMS et j'ai averti Emmanuel Macron. On veut savoir quelle est la nature de ces informations. Pourquoi on n'a plus de stock de masques. Enfin, tout ça, quoi. Bien sûr que la suite de l'épidémie a chassé un peu cette première partie, mais il est légitime que des justiciables veuillent avoir des réponses. Ça, c'est le Oui, premier parce point. que là, pour faire un point précis, on ne parle pas de la suite, on ne parle pas des vaccins, on Pas ne du parle pas de tout. tout On ça. s'arrête. Finalement, on s'arrête à mars 2020, quoi. Voilà, ça c'est le tout début, hein, tout début. Là, on se pose la question de savoir si les décisions qui ont été prises étaient de nature à entrer dans le champ pénal et est-ce qu'on aurait pu éviter par une meilleure préparation ce qui est arrivé. Bon. Et j'accepte volontiers qu'on nous dise non, j'accepte volontiers qu'on nous dise que voilà, on ne savait pas forcément, tout ce qu'on veut, pas de problème. Sauf que là où il y a un deuxième problème, c'est que le procureur général, lui, pourquoi il requiert un non-lieu? Pas parce qu'il n'y a pas d'infraction. Il dit parce que ce sont des décisions de nature politique et qui relèvent de la compétence des commissions d'enquête parlementaire. Donc j'en déduis que les décisions politiques désormais échappent à la compétence des juridictions pénales, que dès lors, un ministre dans l'exercice de ses fonctions n'est plus justiciable de la Cour de justice de la République. Ceci dit, c'est une bonne nouvelle. On cherchait des postes d'économie, en voilà un. Du coup, il ne reste plus qu'à supprimer la Cour de justice de la République. On est sur un basculement idéologique, d'idéologie pénale, c'est tout en fait. Donc, vous nous dites en fait que la justice dit il y a un principe d'irresponsabilité quand on est dans le champ politique, ce qui ne veut pas dire C'est ce qu'elle grand-chose dit. quand même. Non, Parce le que problème, renvoyer c'est à ce une que commission d'enquête parlementaire, moi je veux bien, mais c'est pas la même chose. Elle peut pas condamner à de la prison, elle n'a pas ce pouvoir-là, c'est pas la justice, la commission d'enquête. Alors, d'abord, c'est pas la même chose, Pas ça du ne tout la sont même chose. pas, c'est pas le même but. Et ensuite, ça pose un autre problème, c'est que c'est pas le rôle du procureur général près la Cour de cassation de venir dire ça. C'est comme si on disait, j'exagère à peine, bon, écoutez, il y a eu une infraction pénale qui a été commise pour un justiciable quelconque, et le procureur de la République dit, écoutez, vous savez quoi? On va aller en médiation d'un côté ou de l'autre, effectivement. Comme il a été indemnisé civilement, il n'y a pas matière à poursuite pénale. Ça n'a rien à voir. On est dans deux champs totalement différents. Et voyez-vous, cher ami, ce qui m'inquiète dans un dossier comme ça, c'est qu'au fond, on est en train de prendre une décision à caractère politique et que personne n'est dupe sur qui est le procureur général de la Cour de cassation. Et personne n'est dupe sur le fait qu'il est sous l'égide directe du garde des Sceaux et que garde des Sceaux qui a bénéficié lui-même, on le sait, d'un non-lieu dans une affaire, tant mieux. Encore une fois, moi, je ne me fais pas, ouais, je me fais pas juge à la place du juge. Mais je dis que ça pose deux problèmes, celui de l'indépendance des parquets, plus que jamais, et deuxième élément, ça pose un problème sur le fait que nous avons basculé sur en fait une irresponsabilité de la décision politique, puisque le raisonnement, on peut l'entendre, le raisonnement du parquet général, et je vais même vous dire, en théorie, il a en partie raison. Vous allez aux États-Unis, c'est ce qui se passe. Les commissions d'enquête aux États-Unis, elles ont un pouvoir tel que, au fond, il faut presque mieux passer devant le juge pénal pour les prévenus, entre guillemets, pour les services publics, que devant la commission d'enquête. Sauf qu'en France, ce n'est pas le cas. Non, non. Ouais. Que la France a failli par la commission d'enquête. Et je vous donne un exemple qui est intéressant si je transpose. Regardez ce qui s'est passé au Parlement européen à propos des effets indésirables et d'un fonds de garantie. C'est intéressant. Bien sûr qu'on pourrait dire pour ne pas encombrer la justice, eh bien, il faut que le législateur prenne ses responsabilités et bien un fonds de garantie pour les effets indésirables de la vaccination. Sauf que ce n'est pas la réalité.
Les législateurs sont contre-fous. Mais ce que ça veut dire aussi, si on va plus loin, c'est qu'aujourd'hui, le procès sur contaminé n'aurait pas lieu. Aucun ministre ne serait renvoyé devant la CJR. C'est vrai. Ça veut dire que des Christine Lagarde et tout ce que vous voulez, finalement, ne seraient plus jugés. On est en train de me dire que le ministre, tant qu'il est ministre et qu'il ne détourne pas de l'argent ou qu'il ne fait pas un délit pénal, un viol, ce que vous voulez, qui sortirait du champ politique, n'est plus responsable pénalement. C'est quand même, on est en train de se protéger là. On est en train de protéger les copains, c'est tout en fait, hein. Et le fait qu'il y ait Édouard Philippe, qui est quand même favori dans son camp pour la présidentielle, ça joue, vous croyez? Eh, je pense que vous imaginez bien que ce serait absolument dramatique qu'un Édouard Philippe soit renvoyé devant le tribunal correctionnel, enfin, pardon, devant la Cour de justice. Précision faite qu'il n'a même pas été mis en examen, Édouard Philippe. Hmm. Bien. Précision faite qu'il n'a pas été mis en examen, qu'Olivier Véran non plus n'a pas été mis en examen, que Agnès Buzyn a été mise en examen au départ. Ça c'est extraordinaire, qui vous montre quand même quelque chose. Au départ, la commission des requêtes vous dit les seules plaintes qu'on accepte, ce sont celles pour abstention volontaire de combattre un sinistre. Et toutes les autres, on les classe. Très bien. Agnès Buzyn est mise en examen. On aurait pu s'attendre à ce qu'elle soit naturellement mise en examen du chef d'abstention volontaire. Pas Mhm. du tout. Elle va être mise en examen du chef de mise en danger de la vie d'autrui. Là où la commission des requêtes avait jeté les plaintes en disant ça ne tient pas. Et du coup, qu'est-ce que va faire la Cour de cassation? Elle va dire, comme la commission des requêtes, ça ne tient pas, et elle va annuler la mise en examen Agnès Buzyn. Alors à ce stade, je me pose la question, est-ce qu'on a affaire à des incompétents? À qui on a affaire? C'est quoi la deuxième solution? C'est quoi la deuxième option? Comment peuvent-ils, comment ont-ils pu ignorer que le chef de mise en examen n'était pas le bon? Comment c'est possible? Et Ça pourquoi ne paraît pas l'avoir peu remis en probable. examen? Et puis alors, on peut s'étonner, parce que ensuite, une fois annulée la mise en examen pour mise en danger, elle n'a pas été remise en examen. Mais pendant le même temps, ce que vous ne savez pas, c'est que moi, j'ai des clients dans la CJR, du coup, à qui les membres de la commission d'instruction ont dit, non mais écoutez, je ne comprends pas, vous êtes une fratrie de quatre, oui, vous avez perdu votre père, ben oui, mais pourquoi il y a que vous qui déposez plainte? Allez, il faut que les trois autres déposent plainte aussi. Donc la commission d'instruction poussait les gens à déposer des plaintes, tout ça pour qu'à la fin, on se retrouve avec une réquisition à fin de non-lieu et l'annulation de mise en examen. Tout ça, on le savait dès le départ, la CJR, en fait, c'est une juridiction politique. Oui. Donc c'était pas vraiment de l'incompétence, c'était Et organisé. d'ailleurs, Macron avait prévu de la faire disparaître euh, et de faire juger les délits commis par les ministres par la Cour d'appel de Paris. Finalement, il a changé d'avis et apparemment, il a eu raison. Il y a eu raison pour ses intérêts, Bien pour sûr. leurs intérêts. D'ailleurs, leur raisonnement marcherait déjà très marginalement parce que vous avez rappelé que les commissions d'enquête ont peu de pouvoir en France, mais ça marcherait si au moins il y avait des commissions d'enquête sur ce sujet en France, mais il n'y en a pas. Il y a Il n'y en a pas, pas. on est un des rares pays où il n'y a pas eu de grosse commission d'enquête sur le Covid. Il y en a eu quand même dans pas mal de pays. Il y en a en cours encore. En France, rien. Il y a eu un semi-rapport au Sénat, mais on n'a même pas eu, on a eu le rapport d'étape, on n'a pas eu le rapport final sur les effets secondaires. Jamais eu de rapport final, c'est hallucinant. Il n'y a rien eu à l'Assemblée nationale. Et on voit une espèce de dérive d'ailleurs dans les commissions d'enquête parce que on réclame ces commissions d'enquête sur des gros sujets. On pourrait en réclamer une, par exemple, sur l'ingérence française en Roumanie, un autre sujet, on en reparlera. Ça, on ne les voit pas venir. Rien sur les injections, rien sur les mensonges pendant le Covid, rien sur tout ça. Par contre, on voit de plus en plus des commissions d'enquête partisanes, qui sont faites très politiciennes, comme en ce C'est ça le moment problème. avec ce terrain, etc. Quoi qu'on pense sur le fond, c'est même pas le sujet, mais on instrumentalise la commission d'enquête à des fins totalement maintenant partisanes et on ne fait pas les vraies grosses commissions d'enquête qui serviraient le peuple français. Mais en fait, le problème, c'est que les commissions d'enquête parlementaires, elles avaient une grosse force à l'origine, c'est qu'elles étaient transpartisanes, déjà. C'est-à-dire qu'en fait, elles n'étaient pas une machine au service d'un parti et de ses intérêts propres, en fait. Elles n'étaient pas des commissions d'enquête qui avaient vocation à régler des comptes politiques, mais à obtenir une vérité, en vue potentielle d'ailleurs de la saisine du juge pénal, au passage. Oui. Donc c'était ça le but. Il y a deux éléments. La jurisprudence scolaire. Colère ne se présente pas, Alexis Colère ne se présente pas dans la commission d'enquête. Secrétaire On général de dépose, l'Élysée pour l'instant. pour le coup, le job est fait, une plainte est déposée et le parquet classe. Donc on voit que, en fait, ces commissions d'enquête sont tellement dénuées de pouvoir que, en fait, dès que l'exécutif est en cause,
il a le droit maintenant de ne pas venir devant celle-ci, et ce, même quand il n'a aucune fonction exécutive. Secrétaire général de l'Élysée, ça n'est pas une fonction politique. Donc le secrétaire général de l'Élysée peut comparaître devant une juridiction pénale, il n'a pas d'immunité. Par contre, il ne peut pas comparaître, il peut ne pas comparaître devant une commission d'enquête. Et c'est le parquet général qui réclame des commissions d'enquête parlementaires et dit ça relève à la compétence. On voit que du coup, si Véran, je raconte n'importe quoi, Buzyn, n'avait pas voulu se présenter en commission d'enquête, bah, personne ne leur a fait grief finalement à la fin. Deuxième élément, vous avez raison de souligner qu'on le voit actuellement, bientôt on va faire effectivement une commission d'enquête sur la buvette de l'Assemblée nationale, quoi. C'est-à-dire que sur l'heure de fermeture de la buvette. Mais les grands sujets qui intéressent la vie civile et qui intéressent finalement les questions de société, la question de Nestlé euh, et de l'eau, quand même de l'Élysée qui savait, il y a quand même des vrais problèmes autour de ça. Là, il y a le motif à une vraie commission d'enquête. Lorsque, effectivement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la question de l'ingérence française en Roumanie, personne ne dit qu'elle est fondée. On dit juste que il y a quand même, c'est pas tout à fait rien qui le dit et qui apporte des éléments à ce sujet. Ça mérite quand même de savoir qui. L'opposition, elle est là pour ça. Une commission d'enquête parlementaire, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une opposition parlementaire. S'il n'y a plus d'opposition parlementaire, vous n'avez plus de commission d'enquête, parce que, par nature, la commission d'enquête, elle vise à enquêter sur l'exécutif. Et donc, finalement, à la fin, ce qui se passe, l'exécutif n'enquête pas sur lui-même, et l'opposition n'enquête pas sur l'exécutif. Et donc, vous n'avez plus de commission d'enquête, et vous vous retrouvez, vous l'avez dit, avec des commissions d'enquête parlementaires sans intérêt, et qui sont devenues finalement des règlements de compte Oui. partisans. Donc, c'est le symptôme pour vous de la disparition de l'opposition parlementaire, en réalité, ce qu'on voit. C'est d'abord le symptôme d'une démocratie qui va pas, Mhm. qui va mal. Je crois qu'on est arrivé au bout d'un cycle finalement. On est passé de la démocratie, on l'a évoqué ensemble quand on avait fait une émission récemment, on est passé à Guy Debord, à la société du spectacle en fait. Mhm. Tout est devenu spectacle, tant l'opposition que la majorité. Mais la notion de bien commun, d'intérêt général et de vie de la nation et de vie de la cité n'intéresse plus personne. On protège ses intérêts partisans, on regarde le nombre de likes sur TikTok qu'on aura à partir des commissions qu'on fera, on brosse dans le sens du poil nos partisans, mais au fond, il n'y a plus de recul et il n'y a plus de notion sur la vie parlementaire et la vie démocratique. Je vous donne un exemple qu'on aurait pu imaginer. On est en train de voter une loi sur l'euthanasie. On sait qu'on a des dérives dans les pays voisins. Mhm. Ça aurait été intéressant d'aller quand même mener une investigation, une mission d'information, à défaut d'une commission d'enquête, sur comment l'euthanasie a fonctionné ou fonctionne ailleurs. Parce que si on s'aperçoit qu'il y a des dérives importantes, c'est quand même, indépendamment de ce qu'on en pense de la loi, c'est quand même une indication majeure sur la manière dont il faut orienter cette loi. Ce sont des questions vitales pour la démocratie. Et on voit que la démocratie, c'est dramatique à mon avis, hein, mais est arrivée à la fin d'un cycle et que je pense que la prochaine étape, on est en train de basculer vers une forme de soft tyrannie ou pas soft du tout. Oui, d'ailleurs, on pourrait imaginer une commission d'enquête aussi sur l'engagement financier et militaire français en Ukraine. Absolument. Comme aux États-Unis, où est passé l'argent? Où est passé Où est l'argent, passé par exemple? l'argent? C'est Puisque ça, il y a quand même une vraie question. On a débloqué Zelensky des a dit fonds. lui-même que beaucoup d'argent avait disparu. Donc, bon, Absolument, donc un peu absolument, d'une autre, absolument. C'est quand même tout à fait fondamental. On pourrait effectivement déclencher les commissions d'enquête parlementaire sur les fraudes, sur les fraudes sociales. bien Il y a des sûr, vrais sujets auxquels on peut s'intéresser. bien sûr. Ou certaines fraudes fiscales majeures. Ou fraudes fiscales majeures. Et sur la Roumanie, justement, on en parlait, donc il n'y a pas de commission d'enquête pour le moment, on l'a réclamé depuis le début, mais bon, sur les ingérences françaises en Ukraine, françaises notamment, vous avez remarqué que la Cour constitutionnelle roumaine a balayé le recours en annulation de Georges Simion, donc le candidat souverainiste qui aurait perdu, en 24 heures. La même qui avait annulé pour une ingérence russe non prouvée la première élection qui devait mener Georgescu à la présidence. Si vous voulez, vous pensez que la constitutionnelle roumaine, elle est comme ça indépendante, qu'il y a eu des pressions de l'Union européenne, qu'est-ce que vous avez vu, vous, de Bon, l'affaire roumaine? je pense surtout Que vous voyez notre avenir là-dedans? moi, je pense que nous arrivons à un tournant de civilisation. Mhm. Que désormais, il n'y a que deux options. C'est pour l'Europe ou contre l'Europe. Mhm. Et une fois qu'on a dit ça,
on a une idée de ce que ça veut dire à travers cette élection roumaine. Soit vous êtes pour l'Europe et vous avez droit de citer dans un pays souverain, soit vous n'êtes pas pour l'Europe et alors vous n'aurez de toute façon plus le droit de citer votre expression. C'est même plus que vous vous en plaignez régulièrement, c'est même plus que vous ne serez plus audible sur les plateaux télé. Mhm. On aura dépassé ce stade. Mhm. C'est que vous aurez une interdiction finalement de vous présenter. Et si tant est que vous ayez le droit de vous présenter, vous aurez effectivement les bonnes ingérences et les mauvaises ingérences. Parce que on parle de l'ingérence russe en Roumanie. On ne sait pas sur quoi on la fonde. Et je vous rappelle quand même que les commentateurs les plus avisés vous disent que quand même, bon, ça ressemble quand même beaucoup à RT France et l'ingérence russe dans les programmes d'RT France. Ou même les juristes les plus aguerris ont dit, bon, vous poussez un peu quand même. Mhm. Euh, et deux, euh, quand Valérie Ayer, finalement, Valérie Ayer vous explique qu'elle va tout faire pour que le candidat européiste gagne, c'est pas de l'ingérence, Elle fait même des réunions publiques, hein. c'est une réunion publique. Et elle dit, je vais aller chercher la diaspora roumaine pour lui dire comment voter. Je pense même qu'elle bafoue les règles de financement de la campagne. Ce serait pas impossible. Mais je vais chercher à dire, moi, État souverain, indépendant, je viens mobiliser des troupes d'un pays tiers pour lui dire comment voter. Et la Une fois qu'on a, diaspora, ça compte beaucoup dans l'électorat roumain. bien Beaucoup. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais une fois qu'on a accepté ça, bon, bah, vous avez tout accepté. Et du coup, il y a la bonne ingérence, celle qui est autorisée et qui va dans le sens d'une Union européenne plus forte, d'une Union européenne encore plus coercitive. Et de l'autre, bah, les candidats, on a entendu ça, Viktor Orban. J'entends régulièrement en France dire que Viktor Orban, en fait, devrait être chassé de l'Union européenne. Mhm. Mais ça va arriver. Ben, ils veulent lui couper tous les financements, là, déjà. Oui, c'est ça. Ça va Mhm. arriver. On a quand même affaire à ce que j'appelais tout à l'heure, cette tyrannie, en fait. On a basculé. Et on voit qu'en fait, on est à un tournant de civilisation. Remarquez, s'il C'est est tout. chassé de l'UE, c'est peut-être la meilleure chose qui pourrait lui arriver. C'est ce que je pensais également, effectivement. Mais pour le coup, je pense que ça se fera pas sans dommage. Parce Ah, ils qu'ils le vont feront d'abord lui... méchamment, ils le feront méchamment. Ouais. Ils le feront méchamment. Ouais. Ils le feront avec des dégâts, bien sûr, d'où l'intérêt de sortir soi-même, d'anticiper tout ça. Euh, on a justement, vous l'avez un tout petit peu abordé, la loi fin de vie. On a le sentiment, parce que là, ils votent dans très peu de temps à l'Assemblée, le 27 mai, sur les deux propositions là, la soins palliatifs et puis surtout la loi droit à mourir, enfin aide à mourir, droit à l'aide à mourir, exactement. Ce qui est impressionnant, c'est Yael Braun-Pivet s'est réjoui que les débats soient très apaisés. Bon, ce qui veut dire en langage macroniste qu'elle se réjouit qu'il n'y ait pas de débat, en fait. C'est quand même surprenant parce que c'est quand même pas du tout anodin comme sujet. Pas du tout, du tout, du tout anodin. Et ça concerne potentiellement absolument tout le monde. Ben, c'est tout le problème, c'est qu'en fait, c'est un droit. Alors, il y a deux sujets. Moi, je trouve que ce qui est assez insolite, c'est qu'on vous parle beaucoup du droit à mourir dans la dignité. Mhm. Parce que quand vous regardez ce qui s'est passé pendant le Covid, où on a enfermé des personnes âgées seules, qui sont mortes, c'est pas moi qui le dis, c'est Médecins du Monde, hein, qui vous dit qu'elles sont mortes par un syndrome de glissement. C'est vrai. Je rappelle que les EHPAD, on a pu retourner voir les personnes âgées. Fin 2021, ce n'était pas encore le cas, hein. Donc elles sont restées, on se souvient d'une association qui s'était montée à cet égard, elles sont restées très longtemps toutes seules. Donc on a institutionnalisé le droit de mourir dans l'indignité. Et Oui. même plus que ça, et je vais y venir, le droit de vivre dans l'indignité. Car nous voici au cœur du macronisme pur. Le macronisme, c'est celui qui s'occupe de votre mort, mais pas celui qui s'occupe de votre vie. C'est ça le drame. C'est qu'au fond, le vrai débat aujourd'hui, à travers les seuils de pauvreté, à travers l'impossibilité d'accéder aux soins, à travers les médicaments qui manquent, à travers la solitude des jeunes, la solitude des personnes âgées, ce qui est en train de se dessiner, c'est une société où vivre dans la dignité deviendra impossible
de sorte que la seule option sera de mourir dans cette prétendue dignité. Et que donc ce qui relève d'un droit à mourir deviendra une obligation à mourir. C'est-à-dire qu'on est en train de créer une obligation de mourir. Parce que quand vous n'avez pas les revenus pour vous chauffer et que vous passez un hiver glacial, que vous n'avez pas les moyens de nourrir votre famille, que par ailleurs, vous êtes seul étudiant dans une chambre seul loin de vos familles et que vous n'avez pas les moyens de vivre à cause d'un coût de la vie qui a explosé, que vous ne pouvez pas vous déplacer en voiture parce que le coût de l'énergie a lui aussi explosé, que vous ne pouvez pas vous loger parce que, à cause du DPE et tout ce que vous voulez, voilà, vous ne pouvez pas circuler à cause des ZFE et que voilà, il arrive un moment donné où la première dignité, ce serait celle de faire vivre des gens correctement, avec des libertés qui sont les leurs. Or, on voit qu'on restreint les libertés de plus en plus, qu'il y a une chasse aux pauvres qui est faite, et qu'on sait que la première des dignités, Mère Teresa le dit, tous ceux qui ont été en mission le disent, c'est de pouvoir eh bien, vivre, et vivre dignement avec un travail. Ça, toute la doctrine de l'Église le rappelle, vivre de son travail. Aujourd'hui, c'est plus le cas. La dignité, c'est de pouvoir soulager ses souffrances, c'est de pouvoir avoir les médicaments. Là, actuellement, il se passe un truc, par exemple. Vous savez peut-être qu'il y a un drame silencieux qui se joue. Il n'y a plus de médicaments antipsychotiques, Mhm. une certaine classe. Le problème, c'est qu'elle n'est pas facilement substituable et qu'on ne peut pas avoir de rupture brutale parce que sinon, on reprend les psychoses. Or, ces patients sont en rupture aujourd'hui. Donc, est-ce que ça, c'est pas une atteinte à la dignité que des malades qui se protègent, qui protègent la société, ne puissent effectivement obtenir leur traitement? Est-ce que c'est pas ça? Les antibiotiques, il y a toute une classe pédiatrique qui manque actuellement. En anesthésie, il faut quand même savoir, pour l'anecdote, que déjà l'année dernière, ma fille a été opérée assez lourdement des mâchoires, pour faire simple. L'anesthésiste m'a dit, écoute, tu devrais te poser la question d'aller à l'étranger. Ah oui. Parce qu'on manque de tout. En tout cas, à l'hôpital, on manque de tout. Donc, dans le privé, ça a été. Mais donc, on en est là. Donc, on parle de dignité dans la mort, là où j'aimerais que le rôle du politique est de s'occuper de la dignité dans la vie. Le rôle du politique, c'est celui de rendre la dignité aux gens. C'est ça le rôle de la politique. Le politique, il est celui qui vient rendre leur dignité aux vivants et qui ne leur offre pas comme seule issue la mort. Comment vous jugez l'opposition à l'Assemblée nationale là, en ce moment sur ça? Il se passe ce qui s'est passé avec le Covid. Mhm. La peur de mourir obsède tellement ces gens qu'ils en deviennent hagards et ne sont plus capables du moindre discernement. Je crois qu'il y a à la fois de la complaisance, mais il y a aussi une espèce de traumatisme interne. Je ne comprends pas très bien ce qui justifie qu'on n'arrive pas. On salue ici d'ailleurs la lucidité d'un Jean-Frédéric Poisson, par exemple, euh, qui alerte, pas d'hier, mais qui alerte avec acuité Bien sûr. sur le sujet. Euh, on a quand même des associations qui se sont relayées. On a ce magnifique témoignage sur CNews, là, que vous avez d'ailleurs relayé. On a à un moment donné, Un malade de euh, la myopathie de Duchenne, oui, oui, c'est ça. Et vous savez qu'aujourd'hui, qui veut vivre. euh, des gens en EHPAD vous disent qu'ils ont. On commence à avoir des témoignages donc, qui vous disent qu'ils ont peur. Bien sûr, c'est normal. Comme l'expliquait très bien ce malade sur CNews, je suis désolé, j'ai oublié son nom, sinon je l'aurais appelé par son nom, parce qu'il c'est pas, il se résume pas à ça. Euh, il disait, ça crée une pression sociale forte, évidente, immédiate. Et rappelez-vous là-dessus que c'était la phrase d'Atali, hein, Ah qui oui, oui, disait oui. effectivement, c'était Il avait Attali, tout dit hein, en 81 dans un livre. et tout dit, hein, bon. Et ensuite, effectivement, il y a un autre élément, c'est qu'il faut bien mesurer un autre point, c'est que ce qui coûte très cher en France, c'est le troisième âge, troisième et quatrième âge, et les soins palliatifs. C'est très très cher, les soins palliatifs. C'est très très cher. Alors que ça, c'est beaucoup moins cher. Ah bah du coup, on comprend que les mutuelles fassent pression, Oui, parce qu'on a une pression des mutuelles quand même. bien sûr. Il y a des assureurs privés, hein. Et les assureurs privés, c'est complètement cohérent. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, vous citez Jean-Frédéric Poisson.
tout ce que nous-mêmes nous faisons, et on voit d'autres mobilisations. Mais comme le Covid, vous avez raison, c'est en dehors du Parlement à nouveau qu'il y a une vraie opposition. Bien sûr. Mais parce que le Parlement, je crois, refuse. Et puis parce qu'il y a une lâcheté profonde du Rassemblement national, par exemple, qui dit ah, moi, je donne pas de consigne de vote. Mais s'il y a bien un sujet sur lequel il faudrait conclure, c'est celui-là. Et d'autant qu'on les a vus voter pour certains de leurs députés des choses tout à fait scandaleuses. Enfin, pour le coup, Si vous voulez, le problème, c'est que vous avez vu que rien ne les arrête, en fait. Non seulement on a une loi sur l'euthanasie, mais en fait, on va pouvoir euthanasier les personnes privées de discernement. On oui. va pouvoir, enfin, c'est quelque chose d'absolument fou. Et vous vous souvenez de cette phrase de Vautrin chez Apolline de Malherbe, je crois, qui vous dit, non, mais alors, les malades vont s'injecter eux-mêmes. Ça prouve le niveau de préparation de ce texte. Encore une fois, Elle vous a fait un avez lapsus d'ailleurs. Elle a dit il faudra le consentement des victimes. des victimes, c'est ça. Non, mais vous voyez, moi, je crois que euh, en démocratie, on doit pouvoir débattre de tout. Donc moi, je suis opposé à cette loi. Pour autant, le propre du Parlement est de pouvoir s'en saisir. Il ne faut pas qu'on ait cette réticence à s'en saisir. Mais si on le fait avec toute la rigueur du travail parlementaire. Et on ne le fait pas à qui mieux mieux dans une surenchère de mort quand même. Nous sommes dans une société de mort. Notre société ne construit plus des cathédrales, elle construit des tombeaux. Très juste. Et c'est ça le véritable drame. Et je vous garantis qu'on est à un tournant civilisationnel. Vous le voyez bien. Enfin, je veux dire, d'un côté, on a cette loi sur l'euthanasie. De l'autre, on n'investit pas dans la santé comme on le devrait. De l'autre, enfin, on nous interdit de nous présenter, les élections sont pipées, tout ce qu'on veut. On voit bien on est dans un fonctionnement tyrannique, en fait. Il y a une bascule, C'est oui. une bascule. Oui, qu'on avait de toute façon bien analysé aussi pendant le Covid déjà. On l'avait Bah, le Covid faisait figure de répétition générale. tout à fait. Et sur l'histoire d'ailleurs des soins, l'exemple du Canada est intéressant parce que on a vu que plus l'euthanasie se développait, plus il y avait un sous-investissement dans les soins palliatifs. Mais forcément. C'est vraiment un remplacement en fait. Mais c'est un basculement. Et je vous observez d'ailleurs que, comme en matière d'IVG au demeurant, vous allez basculer de ce qui était une exception à ce qui devient une règle, Oui, avec la question de l'euthanasie sociale. C'est-à-dire que, au fond, les conditions, la dignité, si c'est le consentement du patient et que c'est la souffrance ressentie, la souffrance psychologique en fait partie, et donc finalement le Canada en particulier, certains États en sont arrivés à légitimer l'euthanasie dans la pauvreté extrême. hum, Est-ce que demain matin, parce que vous avez perdu votre logement, votre femme, votre enfant, ce que vous voulez, et que vous êtes à la rue, ça légitimera une demande d'euthanasie? La réponse est oui. Et on comprend d'ailleurs. On hum. comprend, hein. Il faut bien mesurer que ce n'est pas un jugement. On comprend ces gens en situation de grande souffrance qui veulent a priori en finir parce qu'ils pensent qu'ils sont un poids pour la société. Mais le rôle du politique, c'est de leur rappeler qu'ils ne sont pas des poids. Mais je me permets de vous dire un truc, que tout était dans le nom d'un parti, En Marche. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne peuvent pas marcher? Qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne peuvent pas marcher, de ces pauvres, de ces gens sur leur lit d'hôpital, sur leur lit en maison de retraite? Qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens Les qui handicapés. ne peuvent pas marcher? Eh bien, ces gens, ils n'ont plus leur place dans la société En Marche. C'est tout. Ouais, c'est très juste. Très juste. C'est un sujet de toute façon sur lequel nous serons amenés à revenir, c'est évident. Euh, Vous parliez de Macron tout à l'heure, j'avais juste une petite question parce que on avait parlé la dernière fois que vous défendiez un client qui avait dit des choses sur Oui. Brigitte Macron, ça en est où? Il est convoqué dans le tribunal correctionnel en juin. Alors il est placé sous contrôle judiciaire d'ailleurs, pour plusieurs motifs. Si je fais simple, hein. Le premier, c'est une atteinte à la sûreté de l'État. Je ne sais pas si on a bien compris Non, mais c'est pourquoi. ça qui est hallucinant. Oui, 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 c'est c'est hallucinant. c'est sur l'affaire Brigitte, en fait. Il y avait, Oui, oui, c'est ça. donc c'est atteinte à la sûreté de l'État. Ouais. Non, mais Et deuxième élément, c'est en fait, c'est pas tout à fait ça, mais ça ressemble à ça, quoi. C'est un peu l'idée des intérêts de la nation, pour faire simple. Deuxième élément, c'est le cyberharcèlement, parce qu'il a posté deux messages sur deux réseaux, donc deux messages seulement, hein, mais qui ont été relayés plein de fois. Et effectivement, il y a eu quelques messages d'insultes, c'est vrai, dont il n'est pas responsable, hein.
mais on considère qu'il a en fait initié le truc et donc il est responsable. Et il y a toujours la cellule dont vous parliez à l'Élysée, là, sur le A sujet. priori, oui, a priori, Ouais, oui, oui, oui. Oui, oui. Mais enfin, ce qui est très surprenant, si vous voulez, c'est qu'on dépense de l'argent public pour ça. c'est incroyable. Oui, ça fait partie de la bascule dont vous parlez, parce que dire qu'il y a intérêt, qu'on touche aux intérêts de la nation ou aux intérêts de l'État sur deux tweets ou je sais pas quoi, c'est sur Brigitte, Et puis moi, ce que je c'est quand comprends même un surtout moyen pas, si d'intimidation vous aussi. voulez mon avis, ce que je comprends surtout pas dans cette affaire, de laquelle je me suis tenu vraiment à l'écart pour le coup, et ce que je ne comprends pas bien, c'est donc l'Élysée va réagir à tout maintenant. Il réagit au mouchoir, il réagit. Bah justement, vous Euh, disiez, justement, il a démenti très vite sur le mouchoir, mais il n'a jamais démenti sur ça. il n'a jamais démenti. Alors évidemment, on nous dit qu'il ne peut pas démentir. Bah si, c'est très facile en fait. Il y a plein de manières de démentir. Et ou alors vous n'êtes pas obligé de démentir d'ailleurs. Et dans ce cas, vous démentez pour rien. Vous Oui, considérez qu'il y a une fonction, il y a une hauteur de la fonction, et que cette hauteur de la fonction nous place au-dessus de la mêlée. Qu'est-ce qu'on va avoir la prochaine étape? C'est Emmanuel Macron qui tweet, qui vient discuter avec des tweetos sur Twitter et qui vient, quand il est insulté, qui vient réagir. bon, il le Parce que, fait quasiment. Le comte de l'Élysée le fait à peu près déjà, hein. oui, oui, il Mm. y a un moment où on peut s'interroger sur le point de savoir si la fonction présidentielle n'a pas perdu de sa superbe. Mais dans ce cas-là, vous ne faites pas de procès. Mais c'est ce que je dis. Surtout que vous avez, vous, l'immunité, donc c'est très inégal quand même. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous êtes au-dessus de la mêlée, et Oui, voilà, c'est ça. ou alors vous êtes qui viennent me chercher, mais il faut accepter dans ces cas-là, il faut accepter de laisser venir se chercher. C'est ça. On va finir sur un dernier sujet, c'est l'histoire de l'OMS, puisque le traité pandémie est passé. Et Et vous m'aviez fait remarquer tout à l'heure que la Chine est devenue un très gros contributeur financier. le premier contributeur, en Comment vous fait. avez vu cette affaire de traité pandémie au moment, l'année où les États-Unis et l'Argentine quand même ont quitté l'OMS, hein, il faut quand même le rappeler, en début d'année. Le traité OMS, il signe la fin de la souveraineté. Mhm, C'est-à-dire qu'on voit bien que ça rejoint le débat sur la Roumanie. Il y a une attaque en règle contre même pas souverainisme, qui finalement est un mouvement, mhm, mais contre la souveraineté. bien sûr. La souveraineté qui se joue au niveau des législations et de la culture spécifique de celle-ci, et la souveraineté qui se joue au niveau de l'élection, du droit de choisir ses candidats. Bon. Le traité pandémie, il est tout simplement une mainmise de l'OMS sur la santé des nations, sur la, les politiques de santé des nations. Mais ça pose un problème. C'est que l'OMS se veut vertueux. Or, on sait que ce n'est pas le cas. On sait qu'en fait, c'est une machine complètement, j'allais dire lobotomisée, mais c'est un peu l'idée, surtout lobbyisée, quoi. Oui, Euh, et que ça pose un énorme problème. Donc aujourd'hui, en fait, c'est l'entrée de l'industrie pharmaceutique notamment et de la Fondation Gates au sein des nations, des politiques des nations. C'est tout. Ajoutez à ça le fait que la Chine, eh bien, on en est le plus gros contributeur, et vous avez perdu 500 millions de dollars en faveur de l'OMS quand même, hein. C'est la le Chine. premier contributeur de l'organisation qui dépasse largement les contributions de l'Europe, enfin, des États européens. Et le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe? C'est que euh, clairement, ce qu'on est en train de discuter là, c'est un risque de dépendance structurelle de l'OMS envers un acteur étatique qui n'est quand même pas le modèle le plus démocratique qu'on connaisse. Et donc, euh, l'orientation idéologique va être claire, pour faire simple, et les décisions nationales n'existeront plus. On est quand même dans une situation où on a le droit de ne pas être tranquille, en fait, quoi. Normalement, c'est un traité qui devrait être, traité pandémie, devrait être soumis à la ratification du Parlement. Oui, mais ça on verra. Parce que Bah, normalement, oui, mais cette règle elle est de moins en moins respectée. Donc, oui, et comme je sais. l'opposition n'aura le cul trop, mais oui, vous avez raison, normalement, il doit l'être. Mais est-ce que vous voyez une majorité à l'Assemblée nationale refuser la ratification de ce traité pandémie? Ça, c'est sûr que Moi, je ne la bon. vois pas, la majorité, hein, mais euh, on a quand même le droit aussi de vouloir sortir de l'OMS, en fait. L'Italie y pense. L'Italie s'est abstenue sur le traité. Ouais, Je elle ne y sais pas très pense, bien ce ça. que ça veut dire, parce que ça veut dire qu'il va quand même s'appliquer à elle, hein. Bah, ça veut dire que c'est Belloni, quoi.
C'est-à-dire que c'est quand même pas bien courageux non plus, hein. Non, mais ça veut dire que Mélanie, c'est un pas en arrière, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Bah ouais, parce que là, elle s'abstient, donc son opinion publique peut se dire, tiens, c'est bien, elle n'a pas voté pour, mais en fait, ça s'applique quand même quand vous abstenez, hein. Parce que c'est Bah, un traité, il suffit qu'il y ait je ne sais plus combien de ratifications et il s'applique. c'est Mélanie, c'est un pas en avant. Ouais, Alors Mélanie se pose la question de sortir de la CEDH. je demande à voir. Parce que je rappelle que Salvini avait dit il y a 6 mois, on va déposer une proposition de loi pour que l'Italie quitte l'OMS. Vous vous souvenez de ça? Ah ouais. J'avais dit attention, ça sera bloqué par Mélanie. Ça a été bloqué par Mélanie. L'Italie n'a pas quitté l'OMS. Bon, à suivre. Bien Bon, sûr. à suivre. Moi, en tout cas, je suis pour que la France quitte l'OMS. Ça, c'est clair. Euh, C'est pas le chemin qui est en train d'être c'est pas le privilégié. chemin de Macron. Ça, j'ai bien compris. Bon, merci beaucoup, cher Je maître vous en Divisio. prie. À bientôt. À bientôt. Grand merci à Maître Divisio, qu'on retrouvera donc pour la grande manif devant le Sénat ce jeudi 29 mai à 18 h au 20 rue de Tournon. On le retrouvera à côté notamment de Romain Bessonnet du Cercle Aristote, d'Olive Olive, de Myriam Palomba, de Maître André Bonnet, de tant de monde qui vont être là et qui vont intervenir sur la question des 20 ans du non, le référendum. Et pour le Frexit, venez très nombreux. Il y a d'autres rassemblements en France le même jour. Allez voir sur les-patriotes.fr dans l'agenda. Allez rejoindre ces rassemblements, ces manifestations très très importantes pour l'avenir. Merci à Maître Divisio, on voit bien l'intérêt de se battre. On voit cette affaire incroyable sur ce qu'il raconte, l'affaire Brigitte avec son client. Là, à chaque fois, je tombe de ma chaise quand il raconte cette histoire et ça continue et ça se déroule. Et par ailleurs, toute cette nécessité de se battre contre la tyrannie, pour nos libertés, pour le Frexit, je crois, est très bien exprimé et pour une vraie opposition, de vrais contre-pouvoirs. Merci de partager cette vidéo. Pour ça, de vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est un petit clic gratuit sur le bouton s'abonner. C'est tout, c'est fait. C'est extrêmement efficace. Merci à vous. Je parlais du 29 mai, le grand rendez-vous. Et vous savez qu'on a lancé les inscriptions pour les assises de la souveraineté d'Arras le samedi 13 septembre prochain. Oui, c'est dans longtemps, mais il y aura plus de 3000 personnes. Il faut s'inscrire dès maintenant. C'est 5 € l'entrée pour accéder à toute la journée, tous les événements. Il y a restauration sur place, parking gratuit, 800 places à 10 minutes à pied de la gare. C'est formidable. Ceux qui sont déjà venus le savent. C'est ouvert à tous, adhérents ou pas. Il y a un programme incroyable. On retrouvera Maître Divisio et tant d'autres. Allez voir qui est déjà au menu, entre guillemets. Et inscrivez-vous dès maintenant. Et bien évidemment, je vous attends, patriotes. Si vous êtes d'accord avec ce qui a été dit dans cette vidéo, si vous êtes d'accord pour le combat concret, comme nous le faisons, si vous voulez nous soutenir pour le faire, parce que nous sommes un mouvement indépendant qui n'a pas d'aide des banques, pas d'aide du système, ça c'est sûr, anti-oligarchique à 100%, pas 1 € de subvention publique pour les patriotes, rien, mais qui fait qu'il lâchera pas le morceau, qui est clairement celui qui fait le plus, concrètement. Eh bien, rejoignez-nous, aidez-nous, venez, rejoignez l'aventure. Je vous rappelle que la consultation des adhérents à jour continue. Si vous adhérez maintenant ou réadhérez, vous recevrez un mail, vérifiez aussi vos spams, pour participer à cette consultation. C'est en cours jusqu'au 1er juin minuit. Donc, c'est une autre motivation pour adhérer. La consultation, elle est stratégique, elle est très importante. Elle est réservée aux adhérents à jour des patriotes. Alors, pour adhérer ou réadhérer, faire tout cela, c'est combat, participer à la consultation, se battre pour l'avenir, rejoindre le plus grand mouvement souverainiste et de résistance de France, rejoindre l'action concrète, c'est facile, vous le faites dès maintenant. Pour adhérer ou réadhérer, c'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Voilà, c'est facile. Pour faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Ça permet de financer nos actions, je vous rappelle, hein, pas un centime de subvention publique pour les patriotes, pas d'aide des banques. 100% financé par adhésion et don. Sinon, on ne peut pas faire. Si on ne peut pas faire, personne ne fera notre place. Les liens pour adhérer, réadhérer ou faire un don sont également sur le site, bien sûr, tout le temps, les-patriotes.fr. Et tout ça fait baisser vos impôts puisqu'il y a 2 tiers de défiscalisation sur chaque adhésion et adhésion don. Vous mettez 50 €, ça enlève 33 € d'impôts. Et oui, vous faites pas ce cadeau à Macron et au fisc. Vous mettez 1000 €, ça enlève 667 €. Vous mettez 20 €, ça enlève 13,30 €. Et vous avez compris. Bravo aux donateurs, aux réadhérents également, bienvenue. Aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France.